Je vais me présenter rapidement. Je suis designer de formation et j'ai travaillé longtemps dans l'innovation par les usages, l'innovation sociale et parallèlement à une bonne quinzaine d'années sur ce sujet-là, je me suis rendu compte il y a quelques temps, en 2008, c'était que on avait un gros problème dans le design, c'est que les autres êtres vivants qu'on utilisait dans le développement durable étaient tout considérés essentiellement comme des ressources ou au mieux comme des services. La nature, les vivants étaient des services pour les humains. Et en travaillant sur une exposition pour John Takara, là, qui était commissaire d'exposition en 2008, on a fait une exposition sur le développement durable. Et en fait, je me suis rendu compte que si on ne dépassait pas ces questions de développement durable, c'est-à-dire en considérant les autres êtres vivants comme des acteurs ou des parties prenantes de nos modes de vie, des mondes à faire, la manière dont on designait le monde, eh ben, on ne réglerait pas beaucoup de problèmes. Et du coup, j'ai fait des recherches là-dessus et ça a mené voilà, à ce long parcours qui donne lieu à ce livre. Et je voudrais commencer cette conférence par une question. Combien de logos vous connaissez et combien de feuilles d'arbres vous connaissez ? Et donc là, vous voyez tout de suite qu'on a un petit problème avec la manière dont les vivants habitent nos esprits. Et cette question, je la pose ben voilà, comme ici, dans des cours, des conférences. Et en fait, un jour, et c'est là-dessus que commence le livre, il y a un étudiant qui me dit bah, de toute façon, il n'y en a pas des arbres. Alors sur le moment, je vous avoue, je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et j'ai un peu, en fait, je vais parler de ce dont on va parler un peu plus tard, d'extinction d'expériences de nature. Et en fait, j'ai un peu botté en touche. Et en fait, en sortant, je tombe dans ce monde-là, qui est un monde que vous connaissez. Je tombe sur un milieu avec 3 arbres, 2 herbes folles, et puis pont, route, autoroute, infrastructure. Et en fait, je me dis, mais il a raison. Il a raison. C'est ma question qui est débile. Et effectivement, la question que je vous ai posée avant n'est pas super. En fait, c'est mais quel monde on lui donne, en fait. Enfin, moi, j'arrive en disant, mais tu connais pas les vivants, tu connais pas les feuilles d'arbres. Et en fait, il s'est senti très probablement accusé de quelque chose. Et en fait, sa réponse, que j'ai mal comprise, était de me dire, bah, oui, mais attends, quel monde j'ai, en fait. Et donc, c'est là-dessus, en fait, que je fais démarrer le livre sur cette anecdote-là. Et en fait, ce monde qu'on laisse, c'est un monde qui est profondément anthropocentrique. Tout tourne au centre. Hein, l'humain est au centre de tout. Walplumood parle d'un anthropocentrisme moral, d'un chauvinisme humain sous-jacent à toute éthique occidentale. Et elle va un peu plus loin et elle dit ceci: la culture humano-centrée nous empêche de nous percevoir comme partie intégrante des écosystèmes et de comprendre que la nature rend nos vies possibles. Les illusions qui en découlent, nous serions écologiquement invulnérables, au-delà de toute animalité et hors de la nature, voilà, qui nous rendent incapables de comprendre notre identité écologique et notre dépendance envers la nature. Alors avant de poursuivre sur les interdépendances, on vit aujourd'hui dans un monde là où la biodiversité s'effondre. Là, vous avez, c'est depuis les années 50, on a moins 73% des vertébrés terrestres qui ont disparu. Ça, c'est le rapport de 2024. Et on a encore perdu, hein, donc le dernier rapport, c'est tous les 2 ans quel rapport, hein, on a perdu 4% de la nature ces 2 dernières années. Et ils disent qu'on se rapproche de points de bascule, c'est-à-dire c'est la forêt amazonienne qui va se transformer, par exemple, en savane. Et derrière, bien sûr, ces points de bascule, il y a les sociétés humaines qui dépendent de ces écosystèmes-là, qui vont eux aussi basculer. Hein. Ça, on est complètement liés.
Si on regarde du côté des insectes, on parle de moins 75, moins 80% des insectes qui ont disparu en Europe. L'étude ici, elle a eu lieu en Allemagne dans des zones protégées. On est dans une réserve naturelle, un milieu protégé. On n'est pas dans les mondes urbains. Dans un autre livre de Bruno David, qui est ici à l'aube de la 6e extinction, il dit par exemple à Porto Rico, c'est moins 94% des insectes qui ont disparu. Il n'y a plus rien. Et Michel Serres, lui, en fait, il parle d'une 3e guerre mondiale dans ce livre qui s'appelle La guerre mondiale, là où il dit en fait on mène une guerre contre le monde et il fait remonter dès les débuts de l'humanité, dès l'origine de la technique. En fait, il dit la technique a consisté à repousser la nature, c'est à ça que servent nos outils techniques. Et ce qui est frappant aussi dans ce livre-là, il dit, et on a appelé ça travail. En fait, travailler avec la technique consiste à repousser, à faire la guerre contre la nature. Mais ce qu'il dit aussi, il dit, en fait, pendant très longtemps, un raz-de-marée, une tempête, une épidémie, et la nature remettait un peu à zéro et ça repartait. Sauf qu'aujourd'hui, notre technique est tellement performante, on est devenu tellement fort techniquement, que du coup, on est en train de gagner la guerre. Sauf qu'on est en train de scier la planche sur laquelle on est assis. Alors, vous connaissez peut-être sûrement le GIEC. Le GIEC, en anglais, ça se dit IPCC, International Platform for Climate Change. Et en anglais, il y a l'équivalent pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES. Donc, c'est International Platform for Ecosystem Services. On retrouve les services écosystémiques. Et dans le dernier rapport, ils disent ceci, ils disent qu'on doit faire un changement, ils parlent des transformative change, des changements transformateurs. Et donc ils appellent à une réorganisation fondamentale et systémique des facteurs économiques, sociaux, techniques, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs de notre société. Ce n'est pas juste des enjeux socio-économiques et techniques, c'est aussi la manière dont on pense, la manière dont on se projette et là où on met nos systèmes de valeurs. Valérie Chansigo est une historienne de l'environnement. Je vous conseille vivement ses lectures. Elle est spécialiste de la modernité et des relations homme-environnement. Et dans ces 2 livres, elle en vient à la même conclusion. Elle nous dit ceci, la domination est la règle, et il est impossible de distinguer celle de l'homme sur la nature et de celle de l'homme sur l'homme. La question de l'organisation de la société devrait être au cœur de l'action en faveur de la protection de la nature, mais force est de constater que c'est rarement le cas. Et ça, c'est hyper, pour moi, intéressant en termes de design, puisque aujourd'hui, on fait du design des organisations, du design des politiques publiques, et l'historienne ici pointe en fait que on ne peut pas distinguer les pressions, les dominations, qu'elles soient sur l'homme ou sur la nature. Vous avez ça par exemple avec le cobalt qu'on a dans nos téléphones. C'est un lieu là où il y a des enfants qui travaillent dans les mines et en même temps des gorilles qui disparaissent. Dans l'agriculture, vous savez qu'il y a, en France par exemple, tous les 2 jours, il y a un paysan qui se suicide. Et donc on a une agriculture comme ça intensive qui est aussi en fait hostile aux humains. Et en fait c'est vraiment ça que montre Chansigo. On ne peut pas les distinguer. Il faut regarder du côté de nos organisations. Pour aller un peu plus loin dans les mauvaises nouvelles, il y a un philosophe du design, Tony Fry, qui n'est pas très connu en France, je ne sais pas si on le connaît un peu en Suisse, qui lui parle de défuturation. En fait, au lieu d'ouvrir le potentiel des futurs, on le referme. C'est-à-dire que c'est le cône des futurs que vous voyez, si on regarde là, le cône de Joseph Robvoro, tous les futurs possibles, en fait, c'est cet espace-là qui se referme avec les limites planétaires, avec le réchauffement climatique et avec la disparition de la biodiversité. Arturo Escobar, dans un livre récent, il le définit comme ça. Il dit le terme défuturation pour caractériser le mode de vie moderne, extractiviste,
industriel et capitaliste qui est le nôtre, c'est une forme de vie qui dissout comme un acide la possibilité d'habiter le futur. Et sur le futur, justement, le design a beaucoup à jouer. Il a beaucoup à jouer parce que si on regarde un peu du côté des définitions, moi j'aime bien le définir avec ces deux termes, c'est-à-dire le design, c'est faire le dessin du dessin de SEIN, le dessin du projet, le dessin d'une intention. Après, il y a d'autres définitions, et voilà, il y a peut-être d'autres futurs à imaginer que des fusées. Une manière de le dire différemment, c'est qu'un designer, il ne dessine pas une chaise, il dessine une manière de s'asseoir. En fait, je vais me projeter sur vos comportements et à partir de ces comportements, je vais en déduire des formes, des espaces, des organisations. Si je veux que vous soyez assis bien droit à table, je vais vous dessiner une chaise avec un angle bien droit, un grand dossier qui va vous plaquer contre la table. Si je veux que vous soyez assis confortablement, on va dessiner plutôt un canapé. Et du coup, vous voyez que j'ai projeté en fait vos comportements. De là, on en déduit des formes. Et c'est ce qui fait dire à Nathalie Crasset, qui est une grande designer française, que le design est une anthropologie projetée, en fait. L'anthropologue, il va regarder les modes de vie passés ou présents, mais le designer, en fait, il va projeter les modes de vie du monde de demain pour savoir comment on doit dessiner le monde, faire ce dessin du dessin. Vous trouverez chez Tim Hilgol aussi, là où lui, il place l'anthropologie comme une enquête spéculative, en fait, comme une pensée spéculative. Et ça aussi, cette question de la spéculation, on le retrouve dans le design. Arturo Escobar, dans le design Fort de Pluriver, il dit que le design, lui, c'est une conversation sur les possibles. Parce que bien sûr, on doit dessiner cet espace ensemble, on va discuter ensemble sur les manières d'habiter ensemble, ce qu'on appelle aujourd'hui le co-design ou la co-création. Et on trouve beaucoup ça, cette pensée spéculative chez Dune et Rabi, dans le design spéculatif, bien sûr. Et enfin, designer, c'est faire de l'habitabilité pour le philosophe du design Alain Findeli. La fin ou le but du design est d'améliorer, au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Et là aussi, vous voyez que ça touche à nos questions environnementales. Si designer, c'est faire de l'habitabilité, alors on doit considérer cette extinction d'espèces qui rend nos vies possibles. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans la mécanique. Alors, comment se construit cette habitabilité? Si on regarde du côté de Lynn Margulis, voilà. Donc, Lynn Margulis et bien sûr d'autres biologistes qui reconnaissent que si la Terre est fertile, regorgeant de manières de vivre diversifiées, c'est à l'invention de l'interdépendance qu'elle le doit. De la moindre cellule de nos corps à l'enchevêtrement dans les écosystèmes que nous appelons nature, aucun être vivant ne peut se voir attribuer ce qui le rend capable de vivre. En fait, aujourd'hui, on commence à se demander, il n'y a pas de consensus scientifique, mais que en fait, l'évolution darwinienne, Darwin, ce qu'il vous a dit, c'est que la sélection darwinienne a sélectionné des individus. Mais en fait, il se pourrait bien qu'elle ait sélectionné plus des relations que des individus. Tout simplement, dans votre organisme, sur votre peau, vous avez tout un tas de micro-organismes. Vous avez un écosystème qui est propre qui est propre à chacun de vous. L'écosystème bactérien que vous avez dans le ventre est propre à chaque individu. Mais donc du coup, vous êtes vivant parce que vous avez un écosystème bactérien. Donc qu'est-ce qu'a sélectionné la sélection darwinienne? Ça a sélectionné en fait des relations que vous entretenez avec d'autres organismes vivants qui rendent vos vies possibles. Et donc, en fait, la sélection darwinienne pourrait sélectionner des liens, des relations, plutôt que des individus. Et ça, Michel Serres, il nous le disait déjà dans le contrat naturel. Nous dépendons de choses qui dépendent de nous. Nous dépendons du climat, climat qui dépend de nous. Nous dépendons de la pollution de l'air qui dépend de nous. Nous dépendons de la biodiversité, biodiversité qui dépend de nous. Et sur les interdépendances, du coup, je déplie un peu dans le livre tout un tas d'interdépendances, bien sûr, l'alimentation, l'économie, notre santé biologique et psychologique, et derrière, c'est toute la stabilité des sociétés qui est dépendante aussi de la biodiversité. Là, je vous donne juste deux exemples d'interdépendance.
parlons d'économie, c'est quelque chose qui est quand même un des piliers de nos sociétés. Là, vous avez une publication de 2024, là où vous avez à gauche les banques européennes, BNP Paribas là-haut, HSBC, la Deutsche Bank. Et ici, vous avez des services écosystémiques et au milieu, c'est des fonctions d'entreprise. Le recyclage du papier, par exemple. Pour faire du papier ou le recycler, on a besoin d'eau. Et en fait, donc du coup, vous avez un water quality ici, qui est un service rendu par les nappes phréatiques, par les milieux là où il y a les entreprises, qui permettent du coup la fonction de nettoyage du papier. À Grenoble, vous avez au pied des Alpes des entreprises de microélectronique, pareil, parce que l'eau est de bonne qualité en fait au pied des Alpes, et qu'en fait plus l'eau est pure, plus on va pouvoir fabriquer des micro-composants de bonne qualité. Et donc on place le CEA à Grenoble. Et donc on voit bien, et bien sûr ces banques qui financent ces entreprises qui fabriquent des choses pour rendre nos vies possibles. Et on le voit ici, et ici on n'est pas chez Greenpeace, le WWF ou d'autres ONG, c'est la Banque Centrale Européenne qui dans un dernier rapport nous dit que 72% des entreprises européennes dépendent de manière critique des services écosystémiques. Ça représente 3 millions d'entreprises. Donc là, vous voyez déjà un premier niveau d'interdépendance. Un deuxième, c'est celui de One Health, une seule santé. Santé animale, santé des écosystèmes et santé humaine sont reliés. Il y en a un que vous connaissez bien, qui est l'antibiorésistance. Là, je vous ai mis un exemple en Inde. Donc en Inde, il y a le diclofénac, qui est un antibiotique qu'on va donner, un médicament qu'on va donner aux vaches. Et vous savez que les vaches sont sacrées. Et sauf que quelques pourcents, 1% de diclofénac, en fait, va tuer 60% des vautours autour. Et en fait, ces vautours, ils avaient une fonction d'équarrissage des vaches sacrées qui sont données à la nature. Donc moins de vautours, moins d'équarrissage, et qui en fait vient manger ces carcasses, c'est les chiens et les rats, qui font un moins bon travail d'équarrissage que les vautours, et qui du coup commencent à transmettre des maladies, et ça tue de 18 000 à 20 000 personnes en Inde selon l'OMS. Vous voyez le lien direct entre la disparition d'oiseaux. Le même phénomène, il y a d'autres travaux aujourd'hui en Afrique, parce qu'on a le même phénomène de disparition des vautours en Afrique est en train de se passer. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est non seulement c'est des super charognards, mais en plus, ils ont un tube digestif qui est hyper adapté. Et en fait, leur tube digestif tue tout. Il n'y a rien qui ressort comme type de maladie. Et voilà. Et donc, du coup, les oiseaux meurent et ça dérégule complètement la santé humaine. Alors ça c'est ce que j'ai appris à l'école. Dans mes écoles de design, on est centré usager. Autour, il y a des enjeux politiques, techniques, professionnels. Et puis, on est dans un monde technique, ce que Alain Damasio appelle le technococon, ou ce qu'on peut appeler la technosphère, c'est-à-dire un environnement qu'on s'est fabriqué et qui vient qu'on va tricoter avec tout ça pour le confort de l'usager final. Et Michel Serres nous dit, toujours dans La Guerre mondiale, nous nous intéressons qu'à nos relations, les sciences humaines et sociales, économiques et politiques, depuis que nos pays ne comptent que 2% de paysans. Nous devenons tous acosmiques. Et ça rejoint des travaux de chercheurs avec qui je travaille, qui sont Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monin, qui sont des chercheurs qui travaillent en redirection écologique et qui ont écrit un papier qui s'appelle « Le design, une cosmologie sans monde ». Et ils nous disent ceci: l'Anthropocène exige de toutes les sciences du projet, design, gestion, ingénierie, une synchronisation radicale avec les temps géologiques, les régimes climatiques ou l'état des systèmes écologiques en train de se faire ou de se défaire.
Et ça, c'est hyper important, en fait. On est en train de rentrer dans un milieu, et vous l'avez vu avec l'histoire de la 6e extinction de masse des espèces, hein, on est dans un milieu là où les liens, les relations sont en train de se déliter, et il va falloir composer aussi avec ça, avec elles. Et donc, il nous faut élargir la cosmologie du design aux autres êtres vivants de qui on est interdépendant, mais aussi, bien sûr, du milieu, de l'eau, on en a parlé, de la pollution et de tout un tas d'acteurs non humains, non vivants. L'autre chose que ensuite je tisse dans le livre, il est de s'intéresser en fait à la biologie de l'évolution urbaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de commencer à faire des pas de côté, à se dire ok, mais alors comment les autres êtres vivants dépendent de nous aussi ? On a vu dans les premiers que nous, on était dépendants de la nature. Maintenant, il faut faire le pas de côté et regarder comment eux s'adaptent à notre monde et comment ils dépendent de notre monde. Et en fait, il y a tout un tas d'adaptations qui peuvent être autour du son, de la pollution, de la présence du béton, de la foule. La foule, par exemple, vous avez tous vu qu'en ville, vous pouvez vous approcher plus près d'un oiseau que quand vous êtes à la campagne, d'un oiseau ou d'un animal, hein, d'un autre animal aussi. Et ça c'est connu par les chercheurs, ça s'appelle la distance de fuite. En fait, ils mesurent à quelle distance un animal va partir quand vous approchez de lui. Les déchets, la fragmentation des territoires, la pollution lumineuse. Juste aussi, à titre d'exemple, voilà deux adaptations pour le même oiseau en Angleterre, les deux projets. Donc ça, c'est des jolis designs de mangeoires faits par des designers. Vous en connaissez plein, vous en avez tous vu. Et bien, figurez-vous que ces mangeoires ont fait rallonger le bec des mésanges. On a un rallongement du bec, parce qu'en Angleterre, vous savez, ils aiment beaucoup les oiseaux. Il y a beaucoup plus de monde à la LPO que chez nous. Et bien sûr, vous comprenez le processus. Hein. Plus la mésange a le bec long, plus elle va pouvoir attraper des graines, et donc plus elle a de chances de se reproduire. Et c'est parti, ça rallonge le bec des mésanges. L'autre, c'est l'histoire des bouteilles de lait en Angleterre. Avant 1920, il n'y avait pas d'opercules sur les bouteilles de lait. Et les mésanges venaient manger la crème. Et puis est arrivé des opercules en plastique. Et un jour, il y a une mésange qui a trouvé la petite combine, là, tac, tac, tac. Elle a percé l'opercule et elle peut remanger la crème du lait. Et en fait, les mésanges ont des comportements sociaux. Et du coup, elles se copient énormément les unes les autres. Et le comportement s'est adapté. Et aujourd'hui, on a 80-90% de l'Angleterre, là où les mésanges ont réussi à passer le cap de l'opercule. Et là, donc, vous voyez deux formes d'adaptation, en fait. C'est ça que je décris dans le livre. Il y a des adaptations génétiques et des adaptations culturelles, en fait. Les animaux ont une culture et se transmettent cette culture. Ensuite, il s'agit de nous replacer dans ce qu'on appelle la pyramide du vivant, c'est-à-dire que, en fait, on contient tout un tas d'êtres vivants. On en a parlé juste avant avec l'histoire des micro-organismes, mais en fait, on est contenu aussi. Hein. En fait, on est à ce niveau-là. Et finalement, c'est de se dire, mais quand on design, quand je design pour des humains, quand je suis user-centric, en fait, je design à cette échelle-là. Et en fait, si on fait du design d'espace, on va pouvoir un peu se dire, mais en fait non, quand je fais du design d'espace, je suis plutôt à des échelles d'écosystèmes. Si on parle de géo-ingénierie, on design à l'échelle des biomes de la biosphère, en fait. Et il s'agit de se reposer un peu la question comme ça, de à quelle échelle on design, et du coup, quel ensemble du vivant on vient contenir dans notre dessin, et aussi bien sûr de nous penser bien sûr dans des interdépendances et de nous penser contenus en fait. On est contenu par des collectifs d'écosystèmes et on contient nous aussi d'autres organismes vivants. Alors maintenant il nous faut commencer à penser un design qui va sortir de l'anthropocentrisme. Et pour ça, la troisième partie du bouquin, c'est de commencer à se réémerveiller. Mais avant de poursuivre, je vous propose une petite expérience de pensée. On va regarder tout ce qu'on fait aujourd'hui. Okay ?
Donc je vous propose qu'on dessine ensemble un tractopelle. OK ? Et on va le faire comme on fait du design aujourd'hui, on va le faire éco-conçu, il va marcher entièrement au panneau solaire, on va même le faire bio-inspiré, hein, il va être local, fabriqué en France, et puis commerce équitable. Okay. Tout le monde va être bien payé, à des bons ordres de prix, et ainsi de suite. Et pourquoi pas en économie circulaire aussi. Okay. Et avec ce tractopelle, je peux continuer à artificialiser le monde, continuer à détruire les forêts. Et vous voyez qu'il nous manque quelque chose en fait. Et donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est de dire, ok, comment je vais contenir les autres êtres vivants et qu'est-ce que je dois compter avec ça. Alors la première chose, c'est, et là je reviens à l'histoire des logos et des feuilles d'arbre dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que du coup, on a un problème dans nos imaginaires, on a un problème dont on conçoit. Vous vous rappelez avec l'IPBES, hein, il faut changer de valeur, de paradigme, et ainsi de suite. Et donc, il y a des travaux au Muséum d'histoire naturelle de Anne-Caroline Prévost qui ont montré qu'il y a une disparition du nombre d'espèces et du temps de nature entre Blanche-Neige 1937 et Response 2010. Et donc Blanche-Neige 1937, c'est 22 espèces. Pinocchio, 26 espèces. Et puis, je passe un peu. Et Mulan, 7 espèces. Les Indestructibles, 1 espèce. Ratatouille, 1 espèce. Un arbre dans la cour, pratiquement que des scènes d'intérieur. Toy Story, 0 espèce, que des scènes d'intérieur. Et on pourrait continuer comme ça. Et en fait, on retrouve exactement la même chose, et vous trouverez plein de références dans le livre là-dessus. Dans les livres pour enfants, regardez là, la pelouse, il n'y a rien qui vit, il n'y a même pas une pâquerette jaune. Voilà. Et en fait, la nature, comme ça, se met à être invisibilisée. Et ça, moi, je le vois beaucoup dans mes dessins d'étudiants. C'est-à-dire que la plupart de mes étudiants n'ont plus fait de sciences naturelles depuis le collège. Et donc, ils ont fait le lycée, l'enseignement supérieur. Je les récupère en Master 1, Master 2. Il n'y a plus rien dans leur imaginaire. Et même dans leur culture, vous voyez, avec les films d'animation. L'autre chose qu'il nous faut considérer, c'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. C'est-à-dire que de génération en génération, on ne se transmet pas l'état écologique qu'ont connu les générations précédentes. Vous vous rappelez les insectes dont on a parlé tout à l'heure ? Je sais pas, certains d'entre vous ont sûrement connu une époque où, quand on roulait quelques dizaines de kilomètres, on avait des insectes pleins de pare-brise. Okay. Donc, les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un monde là où ils n'ont pas l'expérience du nombre d'insectes sur le pare-brise. Et donc, ils considèrent comme normal un monde sans insectes sur le pare-brise. Et ils ne prennent pas pour point de référence ce que vous avez connu. Et ça a été démontré par un chercheur qui s'appelle Daniel Pauly, qui est un très très grand écologue, sur les scores de pêche à la morue. Vous voyez, 1950, vous dites à un pêcheur, c'est quoi pour vous un gros poisson ? Il dit, un gros poisson, 2 mètres, 300 kilos. 1960-70, c'est quoi pour vous un gros poisson ? Gros poisson, 1m40, 100 kilos. 1980, c'est quoi pour vous un gros poisson ? 50 cm, 500, 700 kg. 2000, c'est quoi pour vous un gros poisson ? 30 cm, 200 grammes. Et donc, vous voyez que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si je prends pour point de référence ce que mon grand-père a connu, c'est-à-dire que le monde que moi, dans lequel j'ai grandi, n'est pas normal. Ça, c'est hyper important. On vit dans un monde pas normal. Et donc, pareil pour notre dessin du design, c'est de dire, ok, alors comment on invente, on va projeter des mondes en considérant que ce monde n'est pas normal et qu'il faut réinventer les futurs en réintégrant le vivant pour remontrer qu'est-ce que c'est comment pourrait être le monde différemment. L'autre chose qu'il nous faut considérer, c'est le fait qu'en 2024, il y a un consensus mondial sur, par exemple, la conscience animale. Alors, animaux, tous ont de la conscience. Chez les invertébrés, ça y est, c'est parti. Les poulpes, les sèches, les escargots, tout ça, on sait qu'ils ont de la conscience, c'est sûr. Et du côté des invertébrés, c'est chez les insectes, là où on a encore un petit doute. Mais quand je discute avec certains chercheurs, ils me disent non, mais enfin, on sait que les bourdons jouent, par exemple, maintenant avec une petite bille. C'est le premier insecte là où on a reconnu que les insectes jouaient. Et en fait, si vous voulez, les expériences, par exemple, sur les insectes, c'est on prend une mouche, on la met dans un endroit là où il y a une petite décharge électrique,
elle va plutôt se mettre pas du côté de la décharge. Donc a priori, elle a bien conscience d'elle-même, de la douleur et de voilà. Et puis l'autre chose, c'est 2014, c'est l'ONU qui a reconnu la culture animale. Juste un exemple, on a parlé chez la Mésange de la culture. Les baleines, vous savez qu'elles ont des dialectes en fait, par famille, par communauté de baleines, elles ont des dialectes entre elles. Et il y a aussi des tubes planétaires. Il y a des chants qui font le tour de tous les peuples de baleines sur Terre. Comme vous, ici, vous connaissez tous Michael Jackson et à peu près partout dans le monde. Les baleines aussi ont leurs chants qui font le tour du monde. Et ça, c'est des phénomènes culturels. Et la dernière chose sur les imaginaires, ce qu'il nous faut considérer, c'est aussi de la déconstruction. Il ne faut pas que repeupler aussi. Enfin, il faut repeupler les imaginaires. On a vu qu'il y avait une disparition, mais prenons la pelouse. Expérience, vous avez tous eu une expérience de la pelouse. La pelouse, c'est un truc de Louis XIV. En fait, c'était pour les bourgeois de Louis XIV. Ça permettait de montrer qu'on n'avait pas besoin de potager pour s'alimenter, en fait. Donc c'était un signe de richesse. Ok. Donc c'était un signe de richesse des bourgeois. Regardez comment les bourgeois s'habillaient sous Louis XIV. Bon. Est-ce qu'on s'habille toujours comme d'Artagnan aujourd'hui? Non. La pelouse, c'est ringard. C'est ringard, c'est un truc Et, voilà. Et donc il nous faut déconstruire tout un tas de choses. La pelouse, c'est une catastrophe écologique, et donc il nous faut déconstruire aussi les imaginaires. Maintenant, on va passer à comment on peut réintégrer en fait les autres êtres vivants dans les manières de manipuler les autres êtres vivants dans le design ou dans les projections futures. Alors, je vous ai proposé quelques... Il n'y a pas tout ce qui est dans le livre, je fais des sauts un peu de chapitre à un autre, mais l'idée, la première chose, et je reviens à Val Plumwood, elle nous dit, et si au lieu de diviser et de dénigrer l'intelligence des mondes non humains, nous tentions de discerner la créativité et l'agentivité autour de nous dans les mondes autres qu'humains. Alors, l'agentivité, c'est quoi? L'agentivité, vous la connaissez par exemple avec le dodan. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'un dodan est non-vivant? Oui, donc c'est non-vivant, non-humain, et pourtant, qu'est-ce qu'il vous fait le dodan? Ralentir. Il vous pousse à ralentir. Il a une agentivité sur vous. L'agentivité, vous l'avez bien vu avec le coronavirus. On a un petit virus qui commence à se disséminer partout dans le monde. On se faisait la bise avant, après on ne fait plus la bise. On touchait des poignées de porte, on ne touche plus des poignées de porte. On pouvait aller au travail, sortir avec des amis et on reste bloqué à la maison. Et vous voyez comment ce petit virus non vivant, aujourd'hui le consensus est plutôt sur dire que les virus ne sont pas vivants, mais en tout cas un non humain qui, vous voyez bien, a réorganisé les mondes humains en fait. Donc ça peut nous pousser à agir. Vous connaissez ça aussi avec la météo. Elle vous pousse à sortir une veste, un parapluie ou un t-shirt en fait. Donc vous voyez bien que les non-humains, non-vivants vous poussent à faire des choses. La créativité, on l'a de ce côté-là. Là, vous voyez des nids d'oiseaux faits avec des câbles électriques. Comme je vous disais, ils composent avec nous, ils composent avec notre monde, avec des fibres optiques. Où là aussi, alors celui-là, il n'est pas dans le livre, mais je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Vous voyez les pics anti-pigeons. Donc c'est des corbeaux qui ont fait des nids avec des pics anti-pigeons. En fait, ils se sont construits des forteresses. Là, c'est des bunkers. Et donc, vous voyez la créativité aussi qu'ils ont. Et si je prends par exemple les deux, créativité et agentivité, et ça, c'est un projet local. C'est autour de Genève, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est en Suisse avec des paysagistes suisses. Là, vous avez à droite un canal. Et en fait, quand ils ont regardé un peu les archives pour redonner son lit à la rivière qui passait par là avant, ils n'ont pas retrouvé vraiment les traces de l'ancien lit. Et donc, ils ont décidé de poser la question à la rivière. Donc, ils ont négocié pendant plusieurs mois avec le paysan pour lui racheter 30 mètres de champ. Et ils ont designé une question à la rivière. Et voilà la réponse. En 2 ans.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est un peu plus que la rivière qui répond. C'est tout un écosystème. C'est-à-dire que c'est une fiente d'oiseau qui va ramener une graine qui va se planter ici plutôt que là, des racines qui vont retenir la terre ici plutôt que là. En fait, vous avez tout un ensemble qui en fait, répond à la question, qui compose avec ce qu'on lui a proposé. Ensuite, ce qu'il faut considérer, et là il y a un long passage dans le livre là-dessus, c'est le fait que, en fait, je vais lire le passage. Donc c'est Pierre-Henri Guyon, qui est un directeur de recherche, un ancien directeur de recherche du Muséum d'histoire naturelle, qui nous dit ceci: la biosphère peut être décrite comme un grand métier à tisser, où se croisent et s'influencent de nombreux déterminismes informationnels. Les chercheurs soulignent qu'une analyse du vivant qui ne se limite pas à décrire et à prédire les cycles d'information nous permettra peut-être de limiter notre empreinte sur la planète. Le système Terre est aussi un ensemble insondable d'informations qui régule et organise la vie. Et donc là-dessus, il y a tout un tas de choses qui sont la biosémiotique, la communication dans le vivant, qu'il nous faut considérer. Est-ce que vous avez arrivé à lire ce qui est écrit ? Et en fait, ils ont reproduit les molécules, les phéromones, chimiquement, hein, c'est des phéromones de synthèse, et vous voyez que les fourmis suivent l'information qu'on leur a donnée. Et donc, en fait, il nous faut considérer aussi chez les autres êtres vivants qui sont capables de lire de l'information, mais aussi d'en produire. La chose suivante qu'il nous faut considérer, c'est la question des cycles et des engendrements. Pareil, il y a toute une partie là-dessus dans le livre. En fait, et je m'appuie beaucoup sur Émilie H. dans un livre qui s'appelle « De la génération », enquête sur la disparition et sur sa disparition et son remplacement par la production. Ce qu'elle explique, Émilie H., c'est que quand on était polythéiste, il y avait des incarnations féminines de la nature. Et en fait, ces incarnations féminines, pourquoi féminines ? Parce que la nature engendre, en fait. C'est-à-dire que la montagne, ce n'est pas la même chaque année. La montagne accouche d'une nouvelle montagne. La prairie accouche d'une nouvelle prairie. La forêt aussi se renouvelle et s'engendre. Et quand on était dans une vision comme ça d'engendrement, il fallait prendre soin parce que ça pouvait ne pas arriver à nouveau, en fait. Ça pouvait ne pas se reproduire si on ne prenait pas soin. Et quand on est passé au monothéisme, en fait, on a mis, vous savez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et en fait, la nature n'engendre plus, elle produit. Et donc voilà ce que nous dit Émilie H. S'inscrire dans les dynamiques d'engendrement n'est pas sans conséquences. Sans conséquences relationnelles au monde. Un monde non créé ne tient pas tout seul, explique Émilie H. Il n'est pas engendré une fois pour toutes, mais a besoin d'être maintenu dans l'existence par lui-même, c'est-à-dire par tous les êtres qui le composent. Les morts ne président pas seulement aux récoltes, mais participent au renouvellement du monde, constituant la matière de ce dernier. Et ça, c'est hyper important. Ces questions d'engendrement, vous les connaissez avec le compost. C'est la matière morte va venir constituer ce qui va permettre de ressemer, de récolter demain. Ce qui est moins intuitif, c'est par exemple les herbes sèches. Vous savez qu'on va faucher dès que les herbes sont sèches. Et en fait, une herbe sèche, c'est quoi ? Pardon ? C'est ça, c'est le moment là où elle va mettre ses graines. Et nous, on dit, les herbes sèches, c'est moche. Est-ce que vous diriez d'une femme enceinte qu'elle est moche ? Non. Eh bien, en fait, pour les plantes, c'est pareil. Au moment, ce qu'on appelle les plantes annuelles, biannuelles, ce sont des moments où elles s'engendrent, en fait. Et donc, il nous faut contenir ça, ces questions des cycles et des temporalités, aussi dans la manière dont on fait du design. Vous avez là 2 exemples de prise en compte de cycles. C'est une rénovation d'un château qui s'appelle Châteauneuf des Peuples. Et en fait, donc ils ont repéré qu'il y avait des espèces qui étaient dans une tour. Et ils ont décidé de juste rénover ce qu'il fallait, mais de laisser les espèces dedans. Et en fait,
il y a juste une salle qui a été rénovée, hein, vous voyez, qui touche qui est voisine, hein, de ces espaces-là où on a laissé les espèces. Et ils ont décidé que l'activité à l'intérieur de la salle dépendrait de la présence ou pas des espèces à côté. Donc, en fait, on fait des activités quand il n'y a plus les chouettes et les chauves-souris, et on fait attention, bien sûr, quand il y a les crapauds et tout ça, pendant les périodes là où ils sont. Et à Rennes, ça c'est un projet récent, ils sont en train de rénover un parking, et en fait le chantier et l'activité du chantier est adaptée au cycle d'entrée et de sortie des chauves-souris. Quand les chauves-souris sont revenues dans le parking, pas de chantier. Quand elles sortent, on vient rénover le chantier. Et donc vous voyez comme là c'est les organisations humaines, hein, qui viennent s'adapter en fait au rythme et au cycle des autres êtres vivants. Ce qu'il nous faut protéger, c'est ça, ce que j'ai essayé de vous décrire rapidement, c'est-à-dire c'est une dynamique de relation et d'interdépendance avec les autres êtres vivants. Le livre ouvre sur 5 axes de recherche. Alors, je ne vais pas développer en profondeur les 5 axes de recherche, on pourra le faire aux questions si vous voulez. J'ai d'autres présentations là où je développe plus en détail ce qu'on fait dans Zoépolis sur ces 5 axes de recherche qui sont basés du coup sur mes recherches. Mais en fait, ce que vous voyez là, donc il y a 3 axes dont je vais décrire juste après qui sont principaux, on va dire, et il y a des axes transversaux au sens là où ils étayent ces 3 premiers. Alors les trois axes, c'est quoi? C'est on reste centré humain et on vient intégrer les autres êtres vivants au bénéfice des humains. Donc ça s'appelle le design biophile, les solutions fondées sur la nature, par exemple. Après, c'est de jouer un peu avec tout ça et de dire, OK, maintenant, au centre, on pourrait mettre les autres êtres vivants. Donc là, c'est un design de Studio Sidiana, là où ils ont fait on appelle ça du multispecies design. Et donc, on vient designer pour d'autres espèces dans les mondes humains. Ensuite, c'est un peu l'histoire du compost ou de la chauve-souris que je vous ai décrit juste avant, c'est-à-dire pensons les relations entre nos organisations et les mondes non humains. Là-dessus, c'est finalement là où on a plus de projets avec Zoépolis. Et puis les 2 axes transversaux, c'est celui-là, c'est faire un design qui se fait la médiation des autres êtres vivants. En fait, quand vous allez au Muséum d'histoire naturelle, vous avez des graphismes, du design d'information, des scénographies qui vous parlent des mondes non humains. Mais ça existe dans les muséums d'histoire naturelle, pas à l'arrêt de bus, pas dans la rue. Et si quand vous alliez à l'arrêt de bus, on avait des designers qui travaillaient sur le nombre de mésanges ce printemps, combien d'œufs elles ont pondu, et une espèce de météo du vivant, en fait, qui serait tout le temps présente dans votre quotidien pour le retour des migrateurs, par exemple. Et ensuite, il y a la question dont on a parlé avec les logos, avec les travaux de Anne-Caroline Prévost sur les films d'animation, qui est la question des imaginaires. Il faut aussi changer de paradigme et changer d'imaginaire. Et là-dessus, le design a beaucoup à faire. On en a parlé un peu avec Escobar, une discussion sur les possibles, c'est-à-dire travailler sur un design spéculatif qui va travailler sur les autres manières de faire monde. Il y a le design critique qui permet de faire ces déconstructions, et enfin le design fiction qui est plus sur des questions de prospective et de tension vers le futur. Pour commencer à conclure, dans le contrat naturel, Michel Serres, il explique que, en fait, pour faire un contrat, on n'a pas besoin d'un papier et d'un stylo. En fait, prenons des alpinistes. Ils sont reliés par une cordée. La cordée fait contrat. En fait, il dit un contrat, c'est quelque chose qui va assurer la sécurité entre les différents acteurs, entre les différentes parties prenantes, et faire circuler l'information. C'est ça la définition du contrat en grec. Et en fait, ces liens, ces relations, j'espère vous avoir montré qu'on peut tout à fait les dessiner, c'est-à-dire dessiner des contrats entre humains et non humains. Arturo Escobar, dans Design des plurivers, il nous dit ceci: les territoires de la Terre, y compris les villes, sont les lieux où nous, humains et non humains, continuons à tisser la vie ensemble. Le design peut donc devenir une invitation ouverte pour nous tous à devenir tisseurs conscients et efficaces du maillage de la vie.
À la fin du livre, j'ouvre sur je propose une nouvelle forme de design. On a parlé du design éco-conçu, du design bio-inspiré. Il y a aussi le slow design qui existe. Et tout ça sont des designs fortement anthropocentriques. C'est-à-dire qu'on dessine toujours pour les humains en priorité. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce design-là qu'on vient un peu d'explorer en pointillé? C'est en fait de faire ce dessin du tissage des relations entre humains et non humains, même jusqu'à se désanthropocentrer. Et donc, je propose le terme Zoé, qui est aussi celui de Zoépolis, du collectif que j'ai créé. Zoé, en grec, en fait, vous connaissez Zoo, qui est le vivant animé, hein, les animaux, les insectes. Zoé, en grec, c'est ce qu'il y a de commun aux plantes, aux animaux, mais aussi aux dieux, aux déesses. Donc, c'est aussi ce qu'on considère comme vivant ou doué d'agentivité dans nos imaginaires. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir vers un Zoé design. Il y a tout un tas de préceptes dans le livre pour un peu dire, voilà, donner une feuille de route, une boussole. Et il pourrait se définir comme ceci, en reprenant un peu l'idée de Alain Findelli sur l'habitabilité. Designer, c'est tricoter, c'est tisser les fils de l'habitabilité avec et pour les autres êtres vivants. Je vais terminer sur cette citation de Michel Serres. Nous raisonnerons demain par rapport à la nature avec la même vergogne que celle d'aujourd'hui, sur le fait d'avoir mis si longtemps à comprendre que nos compagnes auraient dû devenir nos partenaires, au moins depuis depuis la fondation du monde. Et merci. Bonjour, merci beaucoup Guillaume Ferry, je suis membre du VVF. Merci beaucoup pour votre présentation, ça m'a vraiment très inspiré. J'ai deux questions, peut-être trois courtes questions. Première question, il me semble que vous n'avez pas cité la dimension éducative dans cette perte de rapport au vivant, parce qu'il ne faut pas trop compter sur Disney ou autre, mais il y a quand même les parents, les éducateurs, l'école primaire, etc. Donc j'aimerais que vous en parliez. Le deuxième, par rapport à la nature, que pensez-vous de cette tendance quand même émergente en Europe du respect de l'animal, et également cette tendance qui vise à vouloir donner des droits à la nature, y compris aux montagnes, etc. Ça participe peut-être un petit peu de ce anthropocentrisme. Tout à fait. Vous n'avez pas cité, donc je voulais savoir. Oui. Et puis la troisième question, peut-être la plus dure, êtes-vous optimiste? Parce que là, nous, on est en Europe. Bon, il se trouve que moi, je voyage beaucoup. J'étais la semaine dernière à Karachi, au Pakistan, 20 millions d'habitants. Enfin, on ne sait pas trop. Mais là, il n'y a pas de fleurs non plus, hein, sur des étendues extrêmement lentes. Et malheureusement, des villes comme ça, il y en a plein. On pourrait citer Chennai, Delhi, etc., Lagos. Donc voilà, comment vous voyez ça? Parce qu'on peut appliquer des choses peut-être dans notre univers, mais voilà, comment vous voyez justement le futur? Merci. Pédagogie, droit de la nature et vision du futur un peu mondiale. Ok. Donc sur la pédagogie, j'en ai pas parlé. Je peux vous donner plein de témoignages avec mes étudiants, là où il y a un vrai problème. Je ne donnerai pas de nom d'établissement, mais j'ai discuté avec des grandes instances en France sur ces questions pédagogiques, là où en fait, ils me confient, c'est pour ça que je ne donne pas leur nom, ils me confient un échec. Ils disent, ça fait 30 ans qu'on fait des manuels scolaires, ça fait 30 ans qu'on fait des livres, ça fait 30 ans qu'on fait des bandes dessinées, des cartels, des kakémonos, des machins. Ça ne fonctionne pas, l'écart se creuse. Moi, je crois que c'est avant tout un changement, et je reviens un peu à ce que dit Libès, hein, c'est un changement de paradigme, c'est un changement culturel qu'il faut. Et là-dessus, je peux que vous recommander le livre de Val Plumwood qui s'appelle La crise écologique de la raison. Là où en fait, elle dit, on raisonne à partir de notre culture. Hein, c'est tout le bain culturel dans lequel vous êtes qui font les processus de pensée que vous avez. Et donc, elle remonte jusque-là en disant, si on ne change pas la culture, ça ne changera pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive
à fabriquer cette culture anthropocentrique. Je vous conseille un deuxième livre qui vient de sortir chez Actes Sud, qui s'appelle Éloge de la relationnalité de Arturo Escobar et deux autres auteurs dont je n'ai pas le nom en tête, qui lui, du coup, propose justement le design comme une clé pour changer, pour faire ces changements fondamentaux et transformateurs. Pourquoi ? Il parle de ce qu'on appelle le design ontologique. Alors ça ressemble à des gros mots, mais en gros, designer, c'est agir sur l'environnement, hein, vos chaises, vos tables, votre espace urbain, vos organisations sociales. Et cet environnement rétroagit sur vous. Et donc, rétroagit sur votre rapport au monde. Et donc le design serait, selon lui, et des auteurs qui citent, notamment Tony Fry le dit aussi, ils disent designer, en fait, c'est toujours ontologique. Ça agit toujours sur notre rapport au monde, puisque on design l'environnement. Et donc, là, moi, il me semble que notre discipline de designer a beaucoup à faire, mais il faut faire le changement culturel dans la discipline design pour que quand il dessine le monde, il change le rapport au monde qu'on a. Il y a un très bon sur cette question ontologique. En fait, il s'appuie sur un auteur dont j'ai plus le nom en tête, mais il dit on design des outils et en retour ces outils nous designent. Ça, vous le voyez très bien avec les logiciels que vous utilisez. Prenez n'importe quel logiciel, Word, Excel, machin. Voilà, vous êtes en face d'un tableau Excel. Il y a bien eu un design de ce tableau Excel qui va engendrer des processus cognitifs pour travailler sur lui. Et donc ça va vous fabriquer un rapport au monde via les processus cognitifs. En fait, le design ne fait que ça. En fait. Il vous fabrique un rapport au monde via... voilà. Donc là-dessus, voilà, Valplumode, donc il faut agir au fondement de la culture. Ça, j'en suis assez persuadé. Et arriver à bricoler, et Zoépolis, c'est ça, c'est comment on design une culture non anthropocentrique. Voilà. Et ensuite, et travailler sur cette question ontologique en fait, du design, qui n'est pas du tout connue aujourd'hui dans la discipline, en tout cas pour le milieu français que je connais. Sur la question des droits de la nature, je pense que c'est une solution, je suis intervenu dans des conférences sur ces sujets-là, je pense que c'est une solution parmi d'autres. Mais par exemple, si on fait travail sur les droits de la nature et pas sur les enjeux économiques, en fait, c'est systémique. Il y a la culture, il y a les questions de droit, il y a les questions économiques. Voilà. Et il faut, en fait, c'est multifactoriel et il faut s'adresser à tous ces facteurs-là. C'est pas un plus que l'autre. Et je pense que, le droit, vous vivez tous dans des États avec des règles de droit et ça vous arrive de désobéir. Donc c'est pas non plus en donnant des droits à un lac ou à une montagne qu'on va tous obéir comme ça du jour au lendemain. Ça nous arrive de traverser des passages cloutés quand le petit bonhomme est rouge. Donc il y a pas... Voilà. Et c'est là où ça revient à la culture. C'est vraiment une histoire d'ontologie, de rapport au monde. Et sur la troisième question, sur un peu mes explorations, ouais, l'optimisme ou pas, je ne le suis pas vraiment. Je ne le suis pas vraiment. Je vois des vents contraires très forts et des résistances très fortes à ce changement culturel ontologique. Mais je pense que voilà, le point positif que je vais dire là-dedans, c'est que je crois que on voit trop les arbres qui tombent et pas assez la forêt qui pousse, parce que partout où on m'appelle, comme ici, à des conférences et tout ça, je vois plein d'initiatives de territoire, je vois plein de gens qui ont compris, je vois plein de choses qui se font. Ils n'ont pas de budget, ils ont beaucoup d'énergie et ils y vont quand même, ils ont compris les enjeux. Et en fait, je pense qu'il y a une forêt qui est en train de prendre et qui est en train de pousser, qui n'est pas assez médiatisée et étouffée par, en fait, je sais pas, une vieille inertie qui résiste fortement en fait au changement en train de se produire. Mais je trouve Trump, voilà, on va dire les noms, on voit des vents contraires très très forts et qui ont tendance à essayer de souffler de plus en plus fort. Et c'est ce qu'il y a d'inquiétant par rapport au changement culturel qui pourtant est en train d'apparaître. J'ai une petite question plutôt sur la position du designer aujourd'hui. Vous avez utilisé le mot d'ontologie. Ouais. Et je me demande si, avec votre projet, vous sortez de l'ontologie naturaliste du designer. Peut-être pour le dire autrement, Marc Viglet a fait un article qui montrait que le design était toujours un design total. Et je me demande si, avec cette vision-là, on reste pas dans cette position d'un design très très intelligent,
mais qui reste un peu l'homme qui est en haut de la pyramide et qui arrive à comprendre tous les autres, plutôt que d'être dans une éthique de la relation où on laisserait la place à avoir une agentivité sans contrôle de la part du designer. Je sais pas si... Oui, je vois. Alors, nous, le positionnement, en tout cas dans Zoépolis 651, on parle de multicentrisme. C'est-à-dire que là, effectivement, on est en contre au centre, les intérêts le sont. Par contre, et alors ça, j'en ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre, je parle des coalitions inconfortables. C'est-à-dire que dessiner pour les vivants, ça va être des fois dessiner à rebours des humains. J'ai discuté, je vous donne un exemple, je discutais avec un chef de projet qui aménage une des grandes villes françaises dans les jardins, et en fait il a fait par exemple une mare dans un parc, et la mare a eu beaucoup de succès en termes de biodiversité. Les têtards arrivent, les grenouilles, les petits hérons, voilà, tout commence à s'installer, et du coup ça attire les mamans avec leurs poussettes, les enfants qui jettent des cailloux dans la mare, et là l'écosystème se remet à s'effondrer, le bord de mare commence à s'effondrer, tout ça. Et du coup il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup on oublie la mare et on relaisse la place aux humains, ou est-ce que du coup j'empêche les humains d'aller à la mare? Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un mur de ronces. Et en fait, on ne voit pas la mare. Et du coup, il protège ces espèces. Mais vous voyez que devient un rebours des humains. Et ça, je le vois beaucoup. À Paris, ils ont commencé à faire des places à moineaux. Ils ne vont pas encore jusqu'à l'inconfort. Dans les autres formes d'inconfort que je vois, en train qui sont plutôt dans les angles morts. Parce qu'on parle par exemple, c'est plutôt l'axe 1, solution fondée sur la nature. Il faut végétaliser la ville pour faire refroidir par rapport aux îlots de chaleur. Sauf qu'en fait, ça va être plein de moustiques. Ça on ne vous le dit pas. Ou le retour des zones humides, je discute avec des vétérinaires, et les vétérinaires me disent, oui, c'est le retour de aussi certaines maladies liées aux rats, aux zones humides. Et donc, ça veut pas dire, ils ne disent pas qu'il ne faut pas y aller. Mais par contre, il faut y aller avec des ceintures de sécurité. Il faut qu'on anticipe les ceintures de sécurité. Et donc, ce que je suis en train de décrire là, avec la mare, les solutions fondées sur tout ça, c'est que le retour des autres êtres vivants va venir faire de l'inconfort chez les humains. Et ça, pour nos designers, et c'est là où pour moi, il y a un chemin qui permet d'éviter cette espèce de design total, c'est-à-dire que nous, designers qui avons toujours dessiné pour l'habitabilité des humains et pour le confort des humains, en intégrant les autres êtres vivants, il va falloir penser les coalitions inconfortables. C'est-à-dire, les autres êtres vivants sont nécessaires à faire un monde habitable, mais leur inclusion va produire de l'inconfort sur les humains. Et donc, on va se mettre à designer des inconforts. Et on est déjà dessus sur Zoépolis. Et donc, tu vois, c'est plus l'homme à tout prix du tout. Là, et c'est peut-être dans les stratégie mondiale, moi je vous conseille de regarder le projet Half Earth de Wilson. Edward O. Wilson, qui pour moi est le projet le plus pertinent en termes de relations humaines-non humains, c'est de faire 50% de la planète de hotspot pour la biodiversité, mais ça veut dire qu'il faut... Alors, c'est pas qu'on enlève tous les humains, au sens des Yanomami en Australie, des aborigènes d'Australie, des Yanomami en Amérique du Sud. Ceux qui vivent en bonne coalition avec la forêt, ils restent, mais c'est nos modes de vie modernes qui, eux, sont retirés de 50% de la planète. Et là aussi, tu vois, on retrouve l'inconfort, ça veut dire qu'on est 7-8 milliards de personnes, il va falloir vivre de plus en plus les uns sur les autres, et ça va à rebours des humains. Et c'est justement rendre et laisser à la nature. C'est vraiment ça qu'il nous faut penser. Et c'est un peu ça qu'il y a là aussi dans le projet sur donc, la renaturation de l'air, ça s'appelle, là où du coup, tu vois, il y a un espace qui est dessiné là où les autres êtres vivants viennent apporter leur réponse, en fait. Tu vois, et on fait pas le dessin de tout pour les autres êtres vivants. Et donc c'est ça qu'il nous faut. Il faut arriver à designer en laissant aussi les... Je peux rentrer dans les détails. Hein, il y a des belles citations de Vinciane Després, si ça t'intéresse, que j'ai en tête, sur comment on gère ces interactions avec les autres êtres vivants, là où eux aussi peuvent apporter la manière dont... Enfin, eux aussi peuvent faire monde, en gros, avec nous, quoi.
y avait une question devant. Merci pour la présentation. Il y a plein d'informations là-dedans, du coup, c'est énormément à digérer. Ma question, c'est si le changement climatique n'existait pas. Non, je rigole. En fait, je voulais poser la question. Alors, on parle de designer, enfin designer, mais qui a le droit d'être designer, qui serait exclu? Et un peu genre plus, enfin ça peut être au niveau national, si on parle de classe ou genre, et si on parle plus largement, enfin des pays avec un autre PIB contre, enfin historiquement colonial, enfin etc. Ouais, je voulais un peu savoir un peu plus largement les jeux de pouvoir, quoi. Alors, je vais répondre à la première. Même s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, en tout cas. Non, mais je veux dire, on aurait toujours un gros problème avec la biodiversité, en tout cas. On peut l'enlever, il y a toujours un problème. Alors, sur le design et qui peut être designer, puis après, peut-être je te demanderai de reformuler cette histoire de rapport de pouvoir. Mais moi, mon point de vue, c'est que donc, le design, ce dessin du dessin, c'est un processus. Et si tu veux refaire ton salon, en fait, tu vas faire un processus de design. C'est-à-dire tu vas faire un plan, un schéma, tu vas tester, expérimenter l'agencement des mobiliers, tu vas discuter avec, je sais pas quoi, ta conjointe, tes enfants, sur comment on va vivre ensemble dans cet espace-là. Et donc tu fais un processus de design, en fait. Et à la fin, tu vas bien designer cet espace-là dans lequel tu vas habiter. Donc en fait, tout le monde est un peu designer, tout le monde fait ce chemin-là. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un peu comme la cuisine. C'est-à-dire, tout le monde en fait, mais tout le monde n'a pas un restaurant. Et voilà. Nous, les designers, en fait, on a eu un enseignement, tout comme un cuisinier a eu un enseignement. Et en fait, on a des recettes de cuisine, on est un peu spécialisé dans cette pratique. En fait, tout le monde fait tout le temps. Si je vous prends Wilhelm Flusser ou Victor Papanek, qui sont deux penseurs du design, et Papanek est un premier penseur du design social, de l'éco-conception et tout ça, les deux font remonter le design en fait avec le commencement du monde. Pour Flusser, il dit quand on a inventé le levier, donc un caillou, une branche, et on a fait du design. On s'est projeté bien dans un dessin, dans un projet qu'on a bien mis en forme en fait. Donc voilà, cette pratique en fait, elle est commune à tous. Après, c'est un terme flou et il est très bien comme ça, je trouve. Tout le monde va arriver avec sa définition du design. Voilà. Mais par contre, donc qui est légitime je pense qu'il y a des très bons cuisiniers d'appartement qui valent largement des cuisiniers, je sais pas quoi, quand tu vas manger dans un restaurant, une cantine de quartier, tu vois. C'est pas parce que tu as une cantine de quartier que tu es... Voilà. Je pense qu'il y a des bons designers qui pourtant n'ont pas fait spécialement les formations et tout ça. Alors sur les rapports de pouvoir, voilà, peut-être je vais te demander de reformuler, c'est quoi, enfin, par rapport aux autres pays ou par rapport aux... Par exemple, vous avez donné l'exemple des vautours qui mangeaient les restes des vaches en Inde. En Inde, ils ne mangent pas des vaches. Et du coup, ces vaches allaient être exportées probablement vers l'Europe ou les États-Unis, etc. Et qui sont, en fait, nous, on fournit, si vous voulez, le problème. Et en fait, par rapport au rapport de pouvoir, ça serait hyper mal fait d'aller, je sais pas, des Européens aller là-bas en Inde pour critiquer des systèmes là-bas. D'accord, mais okay, en fait, okay. vous voulez un peu. Oui, je vois. Alors, en tout cas, bon, pour les vaches, elles sont sacrées en Inde et en fait, ils les exportent. Mais bon, parlons des bœufs du, je sais pas, du Brésil ou ailleurs. Là, par contre, on est tout à fait d'accord. Alors. Dans Design des plurivers, je vais même aller plus loin que vous. Arturo Escobar, il dit qu'on a fait que quand les Américains
sont arrivés en Amérique du Nord et ont fait le génocide des Indiens d'Amérique, Lakota, Hopi et ainsi de suite. En fait, ils ont fait un design d'annihilation du design des autres. C'est-à-dire que effectivement, il y avait des modes de vie, il y avait des pratiques, il y avait des usages, et ça, je le dis dans le livre, je dis, il manque dans l'histoire du design une vision d'un design décolonial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans le design, on ne voit que le design des modernes, qui ont détruit les autres formes de design, c'est-à-dire les autres formes de faire de l'habitabilité, si on prend Findeli, ou les autres manières de discuter sur les possibles, ou sur les autres... Tu vois, je peux reprendre toutes ces définitions, c'est d'autres manières de faire de l'anthropologie prostée, voilà, qu'avaient les autres cultures. Et alors, alors là-dessus, je reviens au livre que... Donc, il faut lire Design for the Pluriverse, ou celui que j'ai cité tout à l'heure, Éloge de la relationnalité. Là où du coup, en fait, ce qu'il propose Escobar, et pareil, hein, je m'appuie là-dessus, je dis que ce Zoé Design est bien au service, il parle d'un design des plurivers, c'est-à-dire que c'est à chaque communauté à décider ensemble quelle manière de faire de l'habitabilité et donc quel design. Et ça, c'est très vrai, je pense, enfin, c'est d'autant plus vrai quand justement on l'élargit à ces questions de vivant, parce que, en fait, chaque milieu est unique. Le sud de la France, c'est pas le climat de la Suisse. Et si je veux faire de l'habitabilité avec les autres êtres vivants, je n'ai pas les mêmes espèces animales, végétales dans le sud de la France qu'en Suisse. Et donc, ça ne pourra pas être le même design. Et c'est ça, cette histoire du design des plurivers. C'est qu'à partir du moment là où on commence à composer avec nos milieux de vie et à considérer les autres êtres vivants, les autres êtres vivants étant pas les mêmes en Afrique, en Inde, en France, en Suisse, et ainsi de suite, et on ne composera pas le monde pareil, et donc ça fera une pluriversalité de monde. Moi, j'ai une question sur comment est-ce que tu vends parce que Zoé Polis travaille aussi, enfin, à ma connaissance, avec des collectivités en France. Donc, comment tu vends ça à des élus et à travers eux à une population, ou est-ce qu'il y a une politique du design au sens de politique politicienne, c'est-à-dire d'avoir le bon discours pour dire aux élus qui ont quand même des capacités d'aménagement des espaces publics et de tout un tas de choses, du mobilier urbain, est-ce qu'il faut passer par un message politique qui pourrait ensuite se retrouver dans une forme de ah ouais, mais c'est des écolos, l'écologie ça va bien, on a droit à notre bagnole, etc. Enfin, donc rentrer dans des débats très polarisants. Ou est-ce que la stratégie, elle consiste plutôt à avoir une approche très technique, quitte à embarquer avec soi des services techniques qui peuvent avoir une relation un peu geek à ce genre de choses, en disant ouais c'est cool, les insectes, comment est-ce qu'on va faire le dispositif qui va bien. Est-ce qu'il y a une stratégie en particulier pour essayer de diffuser ce type d'approche et dans une perspective de changement d'échelle, etc., afin de sortir des aspects un peu niche, recherche. Alors, effectivement. Alors, il y a plein de questions là-dedans. Alors, la première chose pour arriver à convaincre les élus, tout ça, c'est on commence par la première marche, c'est comprendre les services écosystémiques. Les autres êtres vivants vous rendent service. L'étape d'après, c'est les interdépendances, en fait. Aujourd'hui, on est en train de finir un projet pour la métropole de Savoie, là où on a fait une cartographie des interdépendances entre un projet territorial, ce qu'on appelle en France le SCOT, schéma d'aménagement territorial, donc des scénarios faits au moment d'un hackathon par des habitants et des chefs de projet de communes ou communautés de communes, des personnes représentantes de parcs naturels. Donc ils ont fait une prospective de soutenabilité du territoire, et nous on a récupéré cette matière-là, et dans ces chemins prospectifs, on a rattaché aux services écosystémiques et donc aux milieux qu'ils habitaient. Vous avez besoin d'eau, donc derrière il y a des zones humides, et derrière ces zones humides il y a des espèces, il y a des êtres vivants. Vous avez besoin de pluie, donc il faut des arbres, des montagnes. Et on a rattaché ce qui à notre connaissance, en fait, n'a jamais été fait. Donc voilà,
on rentre par la question des services écosystémiques, ensuite on fait comprendre les interdépendances, et ensuite il faut les matérialiser et les faire comprendre. Pour les expériences avec les villes, voilà, les agents techniques, on a travaillé avec la direction des espaces verts de la ville de Lyon et avec le service innovation sur une méthode qu'on a créée, qui est de prendre en compte le monde sensoriel, les cycles dont je vous ai parlé, cycle et engendrement, et l'éthologie, le comportement des espèces. Et ça, ça a donné lieu au projet que tu connais. Donc ça a donné lieu à un projet là où on a pris en compte les besoins des larves qui vivent dans les bois morts, et donc plus largement le bois mort, et après derrière le bois mort, l'organisation du bois mort dans la ville. Et on a fait un design des organisations centré sur le besoin des larves en fait. Donc, et le retour du service des espaces verts est hyper positif. Ils disent, nous, on a l'injonction de faire de l'innovation. Waouh, grâce à vous, on en fait en fait. Et très positif. Par contre, là où ça bloque, c'est-à-dire qu'après, quand on discute avec les instances au-dessus, c'est la mécanique qui est toujours elle anthropocentrique. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est nous, on ne peut pas faire un appel d'offres pour faire une place moineau-centrée ou larve-centrée. C'est pas possible, ça n'existe pas. On n'a pas de truc, il n'y a pas de... Donc ce qu'ils nous ont dit, et c'est à ça qu'on joue aujourd'hui, c'est on se raccroche à des aménageurs, on essaye de se raccrocher à des architectes, à des paysagistes qui répondent à l'appel d'offres, et dans la réponse, on glisse nos méthodes et on glisse notre approche en fait. Mais on est encore sur des brèches, des niches, voilà, on trouve encore les failles, mais l'inertie dont on parlait tout à l'heure, l'inertie et la culture est fortement anthropocentrique, et toute notre administration, nos structures juridiques est anthropocentrique. Et donc, proposer ces mondes biocentriques se heurte à une complexité, à une administration, à des règles, à des droits qui sont tous, eux, anthropocentriques en fait. Voilà, il y avait une question. Ouais. Oui, bonjour, merci. J'avais déjà une première question, mais vous venez d'y répondre. C'était justement, est-ce que vous pouvez être plus concret sur ce que c'est qu'un design multicentrique ? Alors, je peux vous montrer des choses, si vous voulez. Concret dans les réalisations, mais aussi justement comment c'est reçu par, j'imagine, les autorités publiques qui vous mandatent. Typiquement, est-ce qu'elles font ça en pilote, puis après, on n'en entend plus parler, ou est-ce que ça mène à vraiment des réalisations voilà. Et l'autre question, c'était... vous parlez de cosmologie. Cosmologie. Ah, ok, d'accord. Cosmologie, j'ai peut-être mal. Alors, c'était... Ah oui, pardon, il y avait une faute dans les titres. Ok. Pardon. Ouais, désolé, pardon. Hop, je vais vous montrer des exemples. Alors, là où on n'a pas, curieusement, voilà, là où on n'a pas encore de... Donc ça, c'est les 5 axes de recherche que je vous ai parlé tout à l'heure. Là où on n'a pas encore de travaux, et curieusement, c'est finalement sur les sujets anthropocentriques, donc tout ce qui est design biophile. Aujourd'hui, on ne fait toujours pas. C'est quelque chose qui existe fortement aux États-Unis. Enfin, vous trouverez les bouquins plutôt aux États-Unis. Il y a un réseau qui s'appelle les Biophilic Cities là-dessus. Et les solutions fondées sur la nature, on est en train de tenter des choses avec VET AgroSup à Lyon sur la question des solutions fondées sur la nature et sur l'anticipation des inconforts ou des problèmes sanitaires que vont avoir l'introduction de la nature en ville pour la résilience des sociétés. Pour le moment, on n'a pas de projet concret dessus. On tente des choses avec des labos de recherche sur One Health. Ça, je peux vous le donner dans les infos. Aujourd'hui, il y a donc c'est une méta-analyse de 2024, 20 000 publications scientifiques sur les solutions fondées sur la nature. Dans 95% des cas, c'est rentable, et dans 71% des cas, c'est sans condition, et les 24% restants, c'est avec condition. En gros, avec condition, c'est il faut arroser pour que ça évapotranspire. Donc s'il n'y a pas une maintenance et un coût économique lié à l'arrosage, pas de solution fondée sur la nature en fait. Mais dans le 71% des cas, c'est rentable sans condition. C'est-à-dire je plante, je laisse, j'installe un écosystème, je laisse, je n'ai rien à faire, ça ne me coûte rien et c'est rentable. Donc ça c'est dans les designs multicentriques. Là vous voyez
centré sur le vivant. Là, vous voyez des projets. Donc ça, c'est de l'impression 3D. Ça, c'est des naturalistes qui ont fait ça, des tuiles pour les chouettes. Il y a des travaux de Amy Himes. Ça, c'est les lauréats du concours d'il y a 2 ans de l'European Bauhaus. Voilà, qui sont en fait de faire des habitats, des nichoirs et tout ça pour la biodiversité en ville. Il faut regarder ce que fait Urban Reef. Alors je ne sais plus s'ils sont en Suède ou au Finlande. C'est hyper intéressant. C'est du prototypage 3D. Et en fait, ils font des récifs artificiels urbains en fait dans la ville. Et dans les derniers travaux et études, et ça date d'il y a à peine 1 mois ou 2, ils ont regardé par exemple avec l'hiver qui est arrivé là en Suède, Finlande, la température à l'intérieur. Et en fait, ça reste suffisamment chaud malgré les -10, -20 qu'ils peuvent avoir là-haut. Et donc du coup, il y a tout un tas d'espèces effectivement qui peuvent se réfugier et passer l'hiver là-dedans. Et puis voilà, je l'ai montré tout à l'heure, Studio Ossidiana, qui a fait quelques projets de multispecies design. Voilà, ça c'est ce que j'appelle donc c'est le design relationnel. En gros, vous connaissez un écoduc. Alors aujourd'hui, il y a des écuroducs pour les écureuils, des lombriducs pour les lombrics. J'ai découvert ça il y a 2 mois. Il y a une page lombriduc sur Wikipédia. Voilà, donc c'est de faire des passages, mais en fait, pour moi, c'est un design relationnel au sens là où il y a des perspectives de mobilité humaine et des perspectives de mobilité non humaine. Et en fait, le design de tout ça mêle 2 perspectives de vie, en fait. Et donc c'est ça, pour moi, les questions d'un design relationnel. Je ne sais plus si j'ai mis le projet qu'on a fait. Ouais, ça, c'est des projets qu'on a fait. Donc c'est pour les 3e assises des pollinisateurs. On avait 200 personnes. Tout corps de métier autour des enjeux des pollinisateurs. On avait les réserves naturelles, des agents publics, des villes, on avait l'OFB, on avait des élus, des personnes qui représentent le département. On avait vraiment toutes les... Et on a fait 4 salles, milieu aménagé, pont, route, autoroute, milieu rural, zone agricole, zone urbaine, donc les villes, et espaces protégés, zones naturelles, et ainsi de suite. Donc une salle, 50 personnes, et on a produit ce qu'on appelle du design des organisations à partir du besoin des pollinisateurs. Et donc ça donne des choses comme ça, une coopérative qui en fait produirait des plantes locales, géré par le département et probablement une association ou quelque chose comme ça. Et en fait, si vous voulez, les pollinisateurs, ils ont la trompe qui est adaptée à certaines fleurs, en fait. C'est le principe de coévolution que vous connaissez sûrement. Et donc, pareil, que je vous disais, et c'est là où ça revient sur le design des plurivers. C'est-à-dire, les pollinisateurs du sud de la France ne sont pas tout à fait les mêmes que la Bretagne, ne sont pas tout à fait les mêmes que la Suisse, que l'Alsace, et puis si on monte... Et donc, c'est pas des plantes, je sais pas quoi, des roses qu'on va mettre partout et partout en France. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les villes, c'est-à-dire une espèce de standard, voilà. Mais il faut faire des pépinières qui sont adaptées aux besoins des pollinisateurs locaux, en fait. Et donc là, il faut inventer cette organisation humaine qui va produire de la plante à partir de besoins non humains. C'est le même principe qu'on a fait sur les larves dans le bois mort. Ça, on a fait un projet pour FNE, France Nature Environnement, là où on a travaillé sur une zone humide dans Lyon. Et en fait, on a travaillé plutôt sur ce qu'on appelle du design stratégie, toujours pareil, stratégie, design des orgas, sur tout un programme pour embarquer les habitants du territoire dans la sensibilisation par rapport à ce milieu, avec une espèce emblématique qui est la libellule, et des podcasts, voilà, et dans la protection. Et du coup, vous voyez des petits endroits là où les étudiants, parce que c'était proche de toute une cité universitaire, là où les étudiants viendraient mettre la main à la terre et tout ça, voilà, en différentes phases.
Et ça, c'est voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Alors, elle a beaucoup changé. Vous la reverrez dans pas longtemps. Mais c'est un premier jet, un premier test de la cartographie des interdépendances. Donc, en fait, ce que vous avez là, c'est des verbatim issus du hackathon, hein, ce qui est sorti des résultats du hackathon sur les chemins de soutenabilité. On les a regroupés par thématique, aménagement du territoire, actions concrètes en faveur du vivant, principaux usages du territoire, culture du vivant, alimentation durable. Et en fait, il y avait tout un tas d'enjeux de gouvernance, dont les droits de la nature. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a un arc, c'était aussi toutes les questions un peu de santé, One Health, qui étaient aussi liées à des questions de gouvernance. Et ils ont par exemple imaginé des observatoires du vivant. Cet observatoire du vivant, il va servir et à gouverner le territoire et à travailler les questions de santé, par exemple. Et donc, ce que vous avez, tous les ronds là, c'est les services écosystémiques. Donc, c'est ce que je vous ai dit, on a rattaché différentes thématiques qu'on a dégagées nous-mêmes, hein, ces pôles-là, c'est nous qui les avons dégagés, à des services écosystémiques. Et derrière, vous avez des espèces qui sont légendées là. Voilà. Quelles sont les espèces qui sont concernées et qui rendent ces services? Et donc, vous voyez comment on a rattaché des projets territoriaux à ces interdépendances avec les milieux de vie. Voilà. Et après, si tu veux qu'on aille plus loin, sur les designs de médiation du vivant, c'est plus classique. Mais ce que je vous disais, c'est qu'il faut sortir ces savoir-faire-là et les mettre dans la rue, dans les appartements. Il y a cette veilleuse, elle est super, elle est au MUDAC, je l'ai découvert chez vous. C'est une veilleuse qui, en fait, vous rend sensible l'activité magnétique du lieu où vous êtes, en fait. Il y a une traduction de votre milieu en forme sensible. Les designers sont très forts pour faire ça. Et voilà, on a travaillé, on a fait un workshop, là pareil, on devrait avoir d'ici un mois ou deux quelque chose qui sera libre et open source sur le site, sur la traduction du monde sensoriel des plantes. Et on a développé tout un outil, on a travaillé avec CNRS, des labos de recherche. L'ICSI, c'est un labo de recherche à Lyon sur les sciences de la complexité qui a financé le projet. Et en fait, c'est de traduire comment on peut traduire de manière compréhensible le monde sensoriel d'une plante. Voilà, et ça donne les premiers dessins. Voilà, ça a bien évolué aussi encore. Aujourd'hui, il y en a 3 pour parler de trois relations au monde différentes de la plante. Et l'idée, c'est de faire un outil là où chacun de vous pourra essayer de rendre graphique une plante que vous avez autour de vous. Et enfin, la question des imaginaires, on en a parlé un peu. Voilà, on travaille à des balades sensibles. Est-ce que j'ai mis... Ouais, voilà. On a travaillé avec des élus de la ville de Chambéry, 20 élus de la ville de Chambéry, sur du design fiction. Et on a... donc, c'est Horizon 2050, le retour de la biodiversité en ville et solutions fondées sur la nature, mais aussi le castor, le retour du castor, le retour d'espèces au sein de la ville. Et on a dessiné vraiment avec les élus, c'est les élus qui ont choisi les scènes, les modes de vie, voilà, qu'est-ce qu'on montre aux citoyens. Et ça donne une fresque de 3 par 4, vous voyez les formats publicitaires, 3 mètres par 4. Donc vous voyez le niveau de détail de la fresque, voilà, qui sert aujourd'hui d'outil de médiation pour sensibiliser à cette question de la réintroduction d'espèces et de relations à la nature dans la ville. Voilà.